Bien, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là ce matin. Et je remercie surtout très très chaleureusement Déborah Lévy-Berthera qui a accepté notre invitation pour ce nouveau café thématique de livres au trésor. Donc les cafés thématiques de livres au trésor invitent régulièrement un ou une spécialiste de la littérature pour la jeunesse à venir parler de ses recherches en lien avec notre fonds de livres pour enfants, livres au trésor, que nous avons le plaisir d'avoir à la bibliothèque universitaire. Et ce matin, on va parler d'un grand classique de la littérature pour la jeunesse, à savoir Pinocchio, dont Déborah Lévy-Berthera est une des spécialistes. Elle est maîtresse de conférences en littérature comparée à l'École normale supérieure de Paris, spécialiste de la littérature, de l'enfance en littérature et également en partie du coup de la littérature pour enfants. Voilà, j'ai le plaisir de travailler avec Déborah depuis pas mal de temps maintenant. Voilà, on arrête de compter les années, l'une et l'autre. Voilà, mais voilà, c'est toujours un plaisir. Et donc voilà, donc je vais lui laisser la parole tout de suite pour vous parler de Pinocchio. Je rappelle aux étudiants de L3 que vous avez un compte-rendu à rédiger sur cette conférence qui est filmée par ailleurs, enregistrée. Voilà, donc n'oubliez pas. Et puis il y a la feuille d'émargement également qui circule. Vous n'oubliez pas de la signer, c'est uniquement pour les L3. Merci et bonne conférence. Merci beaucoup. Merci Mathilde pour cette invitation. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie d'avoir l'occasion de venir parmi vous pour parler d'un de mes textes préférés, d'un de mes personnages préférés, Pinocchio, que bien sûr vous connaissez certainement depuis l'enfance et que j'espère vous allez redécouvrir un peu aujourd'hui, parce que souvent ce genre de personnages, on croit les connaître et on ne les connaît pas tant que ça. Alors j'imagine que comme moi, comme probablement la plupart des gens, vous connaissez Pinocchio par le dessin animé de Disney ou peut-être par des dessins animés ultérieurs. Et c'est une porte d'entrée, disons, vers une très belle porte d'entrée vers ce mythe de Pinocchio. Mais on va revenir vers le roman dont le film est tiré, qui est beaucoup plus riche en fait et beaucoup plus complexe que le film. Et puis donc essayer de voir comment est né Pinocchio. Ce qui m'intéresse, et ça sera un petit peu mon angle d'approche aujourd'hui, c'est que Pinocchio, c'est un enfant fabriqué, puisque c'est une marionnette, c'est un pantin. Donc comment est-ce qu'on peut fabriquer un enfant? Est-ce que c'est vraiment un enfant? Est-ce que ça reste un jouet? Et dans quelle mesure est-ce que la fabrication se poursuit dans l'éducation de cet enfant, puisque non seulement il est fabriqué au début avec du bois, mais il va ensuite être transformé tout au long de ses aventures pour devenir bien sûr un enfant de chair, un vrai enfant, mais pour devenir surtout un bon citoyen ou un bon fils, ou enfin voilà, un être humain dans tous les sens du terme. Donc c'est cette transformation, non seulement cette fabrication au sens littéral du terme, au sens artisanal du terme, mais toute cette transformation que je voudrais essayer d'explorer avec vous. Et c'est un livre qui est absolument fabuleux. Ce roman, c'est un roman et en même temps un conte de fées de Collodi, parce que c'est un livre creuset, donc à la fois conte merveilleux et roman, à la fois épique, parce que c'est vraiment un récit d'aventure épique, et en même temps un texte qui a été très facilement adapté au théâtre parce qu'il y a énormément de dialogues. C'est un roman de formation, ou peut-être de déformation. Et il y a quelque chose de picaresque aussi dans ses aventures, puisque ce petit personnage va traverser comme ça toute une série de rencontres qui vont être chacune une expérience particulière, et dont le film de Disney n'a gardé que quelques-unes. Voilà, donc c'est typiquement le genre de livre qu'on peut qualifier d'œuvre ouverte. Alors, la question évidemment qu'on se pose assez vite, c'est est-ce que Pinocchio est une marionnette ou un enfant ? Et la question se pose dès le début, peut-être même avant sa fabrication, puisqu'il est fabriqué dans une bûche de bois qui est une bûche enchantée, qui a une voix d'enfant, qui parle, qui crie comme un enfant, avant même qu'on y taille une marionnette. Ça, c'est quelque chose qui a été complètement évacué du film de Disney.
Et ce qui va lui être dit au chapitre 25 par la fée, c'est que tant qu'il est pantin, il ne peut pas grandir. Il voudrait grandir, il voudrait devenir un homme, mais les pantins ne grandissent jamais. Donc il y a aussi un lien avec Peter Pan, autre grand mythe de la littérature de jeunesse, c'est-à-dire cet enfermement dans l'enfance dont on ne peut pas sortir, dont on ne peut pas se libérer, et dont il faudrait trouver un moyen, quitte à perdre peut-être son immortalité, de sortir. Et alors, cette créature artificielle, on pourra se demander aussi si elle est une espèce de défi à la création divine, et même à la procréation. Est-ce que les hommes ont le droit de se fabriquer des bébés sans l'intervention d'une femme? Ça, c'est encore une autre question qui, d'une certaine manière, est actuelle. Donc là, je vous ai montré 2 images de cette scène topique. Il y en a plusieurs comme ça dans Pinocchio, mais celle-ci est peut-être la plus célèbre. C'est la fabrication du pantin, un peu au debout de la chaîne, avec l'une des toutes premières illustrations par Chiostri en 1901. Donc ici, on voit uniquement la tête fabriquée et il parle déjà. Et puis, enfin plutôt, il tire la langue. Et puis, un tableau de Paola Rego qui montre Geppetto en train de laver Pinocchio. Et là, on voit, donc c'est un pantin. C'est en fait le sculpteur Ron Mueck qui lave sa propre sculpture de Pinocchio. Voilà. Donc on va entrer maintenant dans le vif du sujet. Ce que je vous propose, c'est si quelque chose dans ce que je dis ne vous paraît pas clair, n'hésitez pas à m'interrompre pour me demander de clarifier et qu'on garde les questions plus fondamentales peut-être pour après si ça vous convient. Voilà. Alors, je vais commencer par revenir sur le contexte de la fabrication, c'est-à-dire la naissance du livre Pinocchio dans le contexte de la littérature de jeunesse du XIXe siècle. Ensuite, sur la question de la fabrication de l'enfant, à la fois dans sa filiation et dans son éducation, puisque c'est la relation père-fils qui va être centrale dans l'histoire enfin, dans les aventures du pantin. Dans la troisième partie, je voudrais parler de suites qui ont été écrites, disons, et de la destinée de Pinocchio après Collodi, dans des réécritures, dans des traductions et des adaptations. Et puis, plus particulièrement, dans la dernière partie, 3 adaptations en film. Voilà. Alors, je commence par le contexte de la fabrication, où il y a clairement une intention de faire naître en Italie une littérature de jeunesse nationale à l'image de ce qui existe depuis déjà quelques décennies dans d'autres pays d'Europe, et notamment en Allemagne, avec des auteurs comme Heinrich Hoffmann ou Wilhelm Busch, donc avec le Struwwelpeter et avec Matze Moritz, qui sont des albums, pas des romans, et qui fonctionnent sur ce modèle d'une succession d'épisodes où des enfants terribles vont mal agir et subir des punitions terrifiantes. Je cite ces 2 albums-là parce que ce schéma du chapitre où l'enfant terrible se comporte mal et est terriblement châtié, on va le retrouver chez Pinocchio. Et par exemple, là c'est l'exemple que je vous montre ici, dans Struwwelpeter, la petite fille qui a joué avec les allumettes et qui brûle entièrement. Bon, ça va pas aussi loin chez Pinocchio, mais Pinocchio met les pieds sur les braises et il va se retrouver brûlé. On a aussi dans Max et Moritz un épisode où il se retrouve dans le four. Donc ce sont des châtiments absolument épouvantables. Hein. Les enfants subissent une espèce de violence éducative, en tout cas dans la fiction. Et ça, c'est donc un premier modèle qu'on va pouvoir garder à l'esprit. Le deuxième, ça va être celui des grands romans pour la jeunesse. Et on voit qu'il y en a déjà un certain nombre qui ont été publiés avant Pinocchio. Pinocchio, c'est 1881-1883. Et avec un premier récit d'aventure qui est un peu en avant de tous les autres, qui est les aventures de Jean-Paul Chopard. Mais on voit un garçon qui va traverser, un mauvais garçon qui va traverser toutes sortes d'aventures, dont le cirque, qu'on retrouvera dans Pinocchio, Les Malheurs de Sophie, que vous connaissez probablement, et puis d'autres, voilà, ici, qui montrent que, disons, à la fin des années 1870, les grandes littératures, disons, européennes et occidentales, ça concerne aussi l'Amérique du Nord, ont déjà fondé
une littérature de jeunesse. Il y a un troisième modèle que je voudrais mentionner parce qu'il me paraît important, même s'il n'est pas spécifique de la littérature de jeunesse. Ce sont ces fictions qui prennent comme héros ou comme narrateur un objet ou un animal. Et même si Pinocchio n'est pas narrateur de son histoire, il en est le héros. Et le fait de prendre un jouet ou un objet, c'est une tradition qui remonte au XIXe siècle et qu'on trouvait déjà dans des romans, alors là pour adultes, en Angleterre, avec ce qui me semble être le tout premier de Golden Spy de Charles Gildon, qui est l'histoire de pièces de monnaie qui représentent chacune son pays et qui deviennent des personnages. Et puis les romans lassés pour enfants de Marianne Kilner, les aventures d'un coussin à aiguille, donc d'une pelote à épingle, et puis d'une toupie. Et puis Sarah Trimmer, Robbins, ce sont les moineaux. C'est l'histoire d'une famille de moineaux. Et on va même avoir plus spécifiquement des romans dont les héros sont des jouets, avec Casse-Noisette, qui est devenu un célèbre opéra. Donc Casse-Noisette, comme Le Marchand de sable, toujours chez Hoffmann, était un récit pour adultes. Donc dans les deux cas, on a un personnage figuré en bois, jouet ou automate, qui devient un personnage, qui prend vie et qui devient un personnage. Le Soldat de plomb d'Andersen et Les Mémoires d'une poupée de Julie Gouraud, où une poupée raconte sa propre histoire. Donc on a déjà, vous voyez, dans la première moitié du XIXe siècle, toute une série de textes avec un jouet qui s'anime et qui prend la parole, ou qui en tout cas prend une sorte d'agentivité, devient agent de sa propre histoire. Donc ces trois traditions, disons, qui sont déjà ancrées, donc enfant terrible, récit d'aventure et puis objet héros, sont les trois fils qui vont se croiser dans Pinocchio. Pinocchio va être, disons, à la croisée de ces trois sources d'inspiration. Alors maintenant, si on regarde ce qui se passe en Italie, on s'aperçoit qu'il y a très peu de choses. Les Italiens ont très peu écrit pour les enfants avant Pinocchio. Il y a le livre de Pallavicini, Gianetto, en 1836, mais qui est en fait un manuel scolaire vaguement fictionnalisé, avec un petit personnage. Et puis, peut-être le seul avant Pinocchio, qui est Les Mémoires d'un poussin, d'Ida Baccini, qui est inspiré, enfin disons, un peu sur le modèle des Mémoires d'un âne de la comtesse de Ségur, que je n'ai pas cité tout à l'heure, mais qui serait évidemment parmi les animaux héros et animaux narrateurs. Donc là, c'est un poussin qui raconte ses aventures. Et c'est un livre qui a eu énormément de succès, qui a été réédité jusque dans les années 20. Là, vous voyez la couverture de droite, c'est une édition des années 20. Voilà. Donc si vous voulez en savoir plus sur tout ce contexte, vous pouvez regarder le livre de Mariella Collin, L'âge d'or de la littérature d'enfance et de jeunesse italienne. Alors, dans ce contexte, Collodi va créer de façon presque, on pourrait dire, accidentelle, ce personnage de Pinocchio. Il n'est pas d'abord écrivain pour enfants, il est d'abord un journaliste, un chroniqueur et un dramaturge. Il écrit pour les adultes, il écrit des nouvelles amusantes, et il est, disons, politiquement actif, ancré à gauche. Il crée un journal qui s'appelle Le Lampion, Il Lampione, en 1848. Lui-même, il est fils de deux domestiques, une cuisinière et un jardinier. Et il a été remarqué par le comte qui employait ses parents parce qu'il était particulièrement intelligent, et on l'a envoyé donc au séminaire, puisque c'était là qu'on envoyait les enfants pauvres et doués. Mais il n'est pas devenu prêtre. Il ne s'est jamais marié. Il est resté célibataire, mais on pourrait dire qu'il a eu au moins un enfant particulièrement remarqué avec Pinocchio. Il s'appelle Carlo Lorenzin et il choisit de prendre le pseudonyme de Collodi, notamment lorsqu'il écrit pour les enfants. Et c'est le nom du village de sa mère. Donc c'est intéressant de voir qu'il y a un ancrage maternel dans son histoire.
Alors, il se trouve que son intérêt pour la jeunesse coïncide exactement avec la première loi de l'école obligatoire en Italie, la loi Coppino, qui date de 1877. Tout de suite après, enfin peu après le Risorgimento et l'unité italienne, ont choisi de rendre obligatoire pour tous les enfants, et donc bien sûr pour les enfants pauvres, les autres allaient déjà à l'école, disons une scolarité minimale, mais malgré tout importante puisqu'elle est obligatoire. Et l'idée de fonder une nation par l'école est absolument essentielle. Alors, à vrai dire, ce qu'on leur propose, c'est quand même peu de choses, surtout si on compare à ce qui, très peu de temps après, va être proposé en France, mais c'est ce qu'on appelle le cours élémentaire inférieur. Déjà, le nom n'est pas très flatteur. Cours élémentaire inférieur, donc qui comprend les premières notions des devoirs de l'homme et du citoyen, la lecture, la calligraphie, les rudiments de langue italienne, de l'arithmétique et du système métrique. Donc c'est quand même minimal, hein, c'est en gros savoir lire, écrire, compter, mais l'idée est que même un artisan, un paysan doit avoir ces notions-là. En réalité, ce sont seulement 2 années de scolarité qui sont obligatoires, et encore, si l'enfant est doué et passe l'examen plus tôt, il n'aura qu'une année d'école. Donc c'est vraiment très peu de choses. Mais on va retenir cet élément-là parce qu'en fait, l'école dont il va être question dans Pinocchio, c'est cette école-là, c'est cette école des pauvres, qui est faite pour les pauvres et qui est faite pour que les pauvres restent pauvres, c'est-à-dire continuent d'occuper des emplois subalternes. Dans cette illustration, hein, on a une image de cette école hein, qui a la particularité, contrairement à l'école française, d'avoir un tableau détaché qui n'est pas accroché au mur, vous voyez, mais sur un tréteau. Et les enfants qui sont punis derrière le tableau. Hein, donc ça fait une espèce d'écran hein, entre la salle et eux. Alors, avant Pinocchio, il a déjà commencé à s'intéresser à l'écriture pour la jeunesse, notamment avec Giannettino, qui est en fait une espèce de prolongement du Giannetto de Paravicini. Donc, il a rajouté un diminutif. Et Minuzzolo, ce sont 2 petits romans dans lesquels sont insérés des pages clairement pédagogiques, didactiques, où le papa explique telle ou telle loi, où on va rappeler telle ou telle réalité géographique, géologique, etc. Là, on est dans la bibliothèque scolaire, scolastica. En parallèle, il a traduit, et ça c'est intéressant pour nous, il a traduit, alors je suis désolée, je ne sais pas pourquoi mes italiques ont sauté, les contes de fées. En fait, il est parti d'un recueil qui s'appelait Le Cabinet des Fées, qui avait été édité en plusieurs volumes au cours du XVIIIe siècle, qui réunissait des contes de divers auteurs. Et notamment de Perrault, et donc notamment Peau d'âne. Ce qui peut avoir un intérêt pour l'épisode où Pinocchio va se transformer en âne. Il y a des contes de Perrault, de Le Prince de Beaumont, d'Aunois, mais il y a aussi des illustrations de Gustave Doré, et c'est intéressant parce qu'on peut remarquer que Collodi a conseillé, enfin je suppose que c'est lui qui a conseillé à son premier illustrateur Mazzanti de regarder Barbe Bleue dans l'illustration de Gustave Doré qui se trouvait dans son volume de traduction pour s'en inspirer et dessiner Mangiafoco, le montreur de marionnettes, qui est une espèce d'ogre au grand cœur. La ressemblance est évidemment assez patente. Voilà. Alors, par rapport à l'instruction des pauvres, Collodi est en fait assez ambivalent, puisque d'un côté, dans Pinocchio et dans les autres textes, il paraît tout à fait encourager les enfants à être des élèves disciplinés et à tirer de l'école la formation qui sert à devenir un bon citoyen. Mais d'un autre côté, on le voit écrire une lettre ouverte au ministre de l'Instruction publique en 1884, donc tout de suite après Pinocchio, hein, et lui dire
le critiquer. Vous avez ainsi déraisonné. Pour régénérer les peuples, il faut illuminer les masses. Illuminons donc les masses. Croyez-moi qui suis un ignorant, moins de bavardage et plus de pain. Donc c'est aussi une façon de dénoncer cette formation minimale proposée par l'école des pauvres comme insuffisante et comme en fait une espèce de poudre aux yeux qui ne libérera pas le peuple de son aliénation. Voilà, donc moins de bavardage et plus de pain. Et en fait, on va voir que cette ambivalence, on la retrouve dans Pinocchio, puisque finalement, l'école qui est érigée en espèce de lieu extraordinaire qui va lui permettre de sortir de sa condition, eh bien, il va complètement s'en passer. Mais je suis en train d'anticiper. Alors j'en viens maintenant à la première publication du roman, qui est publiée en feuilleton. Et là, il s'est passé une chose assez étrange. C'est que c'est un roman qui fustige la paresse de bout en bout, mais que Lodi était lui-même assez paresseux. Ce qui explique peut-être pourquoi il avait besoin de fustiger la paresse. Et donc, il commence à se lancer dans cette aventure en juillet 1881, dans une nouvelle publication qui est en fait un supplément du dimanche au Fanfulla della Domenica, qui était lui-même un supplément au Fanfulla. Donc, si vous voulez, c'est un peu comme le système qu'on a actuellement avec les quotidiens qui ont un supplément hebdomadaire le dimanche et qui, en plus de ça, auraient un supplément pour les enfants. Donc, on lance le Giornale per i Bambini et dans le premier numéro, il y a cet épisode. Donc là, vous avez la page de la première livraison, 7 juillet 1881, de ce qui s'appelle à ce moment-là La storia di un burattino, donc l'histoire d'un pantin. Et il va donner de façon à peu près régulière 15 chapitres, pas parfaitement régulière, parce qu'encore une fois, il est paresseux, mais et par la suite, 21 chapitres qui s'appelleront Les Avventure di Pinocchio, qui seront une suite. Donc en tout, 36 chapitres. Entre les deux, il y a eu une interruption. Alors quand il avait envoyé le début de son texte, un peu comme une espèce d'appât pour le directeur de la revue, il lui avait dit « Je t'envoie cette gaminerie, fais-en ce que tu veux, mais si tu la publies, paie-moi bien pour me donner envie de continuer. » Donc il y a une histoire, il avait toujours besoin d'argent parce qu'il jouait en fait. Donc pour payer ses dettes de jeu, il avait besoin d'argent et donc il monnayait en fait ses livraisons. Donc il en envoie 15 et au bout de la 15e, à la fin de la 15e, Pinocchio est pendu par le chat et le renard, épisode qui n'est pas dans le film de Disney. Il est pendu et alors un pantin évidemment c'est difficile à pendre parce que ça a le coup très dur, mais quand même à la fin il finit par étouffer et par mourir. Et l'histoire s'arrêtait là. Scandale. Les petits lecteurs n'ont pas supporté. Le journal a été inondé de courriers disant que c'était insupportable, etc. Les enfants ont réclamé donc la suite. Est-ce que Collodi l'avait prévu et l'avait peut-être aussi un petit peu monnayé pour justement gagner un peu plus? En tout cas, il finit par accepter d'écrire une suite. Et ce sera sous un autre titre, donc ce sera désormais Les Aventures de Pinocchio. Et ça repart au premier chapitre. Alors, le directeur a écrit un petit mot pour annoncer qu'il y aurait une suite, déjà pour que les enfants patientent un petit peu. Monsieur Collodi m'écrit que son ami Pinocchio est toujours vivant et qu'il pourra encore vous raconter quelques jolies histoires sur son compte. C'était naturel, une marionnette, une chose en bois comme Pinocchio, a les os durs. Il n'est pas si facile de l'expédier dans l'autre monde. Nos lecteurs sont donc prévenus. Très bientôt, nous commencerons la seconde partie de l'histoire d'un pantin, intitulé Les Aventures de Pinocchio. Donc ça, c'est en novembre 1881. Et on va reprendre, en fait, en février 1882. Et de façon, là encore, assez erratique, puisqu'il y aura un assez long silence entre mars et juin 1882. Où, là aussi, les enfants vont paniquer et croire que tout s'arrête. Et puis, donc ça s'arrête janvier 1883. Là, vous avez le 16e chapitre de la deuxième partie. Donc là, c'est Les Aventures de Pinocchio. Vous voyez que c'était à la une du journal. Et en 1883, c'est publié en volume
donc sous le titre, le double titre en fait, Les aventures de Pinocchio, et en dessous, en sous-titre, Histoire d'un pantin. Hein, donc, Le avventure di Pinocchio, et en dessous, donc, Storia di un burattino. Avec cette fois des illustrations. Il y avait très peu d'illustrations dans la... D'ailleurs, il y avait j'ai pas commenté, mais cette illustration, en fait, c'est une illustration d'origine. Elle est étonnamment moderne pour 1881, d'Hugo Fleres. Sinon, c'était des illustrations probablement récupérées, hein, des petites vignettes comme celle-ci. Donc ici, on va avoir des illustrations de Mazzanti, qui est donc le tout premier illustrateur. Ce sont des illustrations très très simples. Et le volume donc va devenir très vite un classique de la littérature italienne et mondiale. C'est un des textes les plus traduits au monde et les plus adaptés. Et il va publier d'autres nouvelles pour enfants dans le même magazine. Alors, parmi les sources possibles, mais je citerai uniquement celle-là du personnage, outre les enfants terribles dont j'ai parlé tout à l'heure, et les jouets, il y a peut-être ce personnage du théâtre. Alors c'est pas le théâtre vénitien dont on a plus l'habitude, mais du théâtre florentin, qui est Stenterello, qui est un masque du théâtre populaire, qui est un personnage qui est toujours affamé et toujours malchanceux, et à qui il n'arrive que des mésaventures, et donc qui pourrait être l'un des modèles de Pinocchio. C'est une histoire qui, même si elle n'est pas située géographiquement, on ne sait pas dans quel pays ça se passe, c'est très abstrait, mais il y a quand même beaucoup de traits toscans, hein, c'est très ancré dans la Toscane, ce que le grand illustrateur Innocenti a retrouvé en l'ancrant vraiment dans un terroir toscan, et la langue est la langue toscane. Bien sûr, c'est la langue officielle italienne, mais là, vraiment, avec une teinture particulièrement dialectale des expressions, y compris le nom de Pinocchio, qui signifie pignon, hein, c'est le fruit du pain. Voilà. Alors, je citerai rapidement un autre texte fondamental de la littérature de jeunesse italienne, qui est Cuore de De Amicis, Cœur, hein, un peu plus tardif, qui lui est un livre franchement éducatif, très pédagogique, qui montre dans l'école, c'est le journal d'un petit écolier, et à travers ce livre, on voit vivre une classe avec son instituteur, une classe de garçons, hein, il n'y a que des garçons, mais dans Pinocchio aussi, il n'y a pratiquement que des garçons. Et l'école est vraiment le lieu principal du récit, et c'est une espèce d'utopie dans laquelle se forge l'identité nationale italienne. Mariella Colline parle du creuset de la nation à construire. C'est complètement élogieux sur l'école, alors que le maître d'école dans Pinocchio est un personnage complètement ridicule. Et pour vous montrer un petit peu les contradictions de Collodi sur l'école dans Pinocchio, on voit la contradiction entre le désir d'école de Pinocchio au début, hein, qui, quand il apprend qu'il existe quelque chose comme une école, veut tout de suite y aller, pour tout apprendre en une journée. C'est encore plus rapide que l'année de scolarité qui était promise. Aujourd'hui à l'école, je veux tout de suite apprendre à lire. Ensuite, demain, j'apprendrai à écrire. Bon, j'exagère, c'est peut-être pas une journée, peut-être une semaine. Après-demain, à compter. Ensuite, avec tout mon savoir, je gagnerai beaucoup d'argent. Et dès les premiers sous en poche, je veux tout de suite acheter à mon papa un beau manteau de drap. Et ça va être un peu le Graal, hein, l'objet dont il rêve, c'est d'acheter à son papa un beau manteau avec des boutons de brillants. Et en fait, eh bien, à l'école, il finira par y aller, mais il n'y apprendra pas grand-chose. Et il finira par se faire une espèce d'autodidacte, hein, devenir une espèce d'autodidacte qui, le soir, après sa très longue journée de travail, tout seul, apprend à lire et à écrire dans son cahier. Donc il y a une espèce de sabotage, hein, du rêve, de l'éloge de l'école, qui finalement ne mène nulle part. C'est assez surprenant. Voilà. Alors j'arrête là cet aperçu sur le contexte de la fabrication. Et si vous n'avez pas de questions, disons de clarté, je vais passer à la deuxième partie qui concerne la filiation et l'éducation. Il y a d'abord une filiation assez singulière dans l'histoire de Pinocchio. Une structure familiale atypique. Évidemment, Pinocchio n'a pas de mère, hein, puisque c'est un menuisier qui l'a fabriqué, mais pour être précis, il a en fait deux pères. Il a un père qui a fourni la bûche enchantée qui parle et qui bouge,
et puis un père qui lui donne sa forme, qui le sculpte, et qui est Geppetto. Et donc, grâce à cette double filiation, il est un pantin, et il est un pantin vivant, un pantin qui bouge tout seul. Alors, on peut peut-être interpréter déjà cette espèce de double paternité comme quelque chose d'assez troublant. Il y aurait une espèce de couple masculin à l'origine de sa naissance. On les voit d'ailleurs qui se battent, donc qu'il y a un corps à corps entre les deux pères. Et puis ensuite, Geppetto, son père principal, celui qui l'éduque, est une figure qu'on pourrait qualifier de maternelle, en tout cas qui joue par rapport à l'enfant, puisque Pinocchio est son enfant, un rôle habituellement dévolu au mère, c'est-à-dire le soin, la nourriture, le vêtement, la tendresse, et beaucoup moins le rappel à la loi et l'éducation, disons, au sens où d'habitude à l'époque en tout cas, on la vouait au père. Alors ce couple paternel peut aussi bien sûr évoquer la double paternité du Christ. Il y a d'un côté, disons, le Saint-Esprit peut-être avec Mastre Antonio, aussi appelé Maître Cerise, mais qui est quand même un personnage ridicule, c'est un ivrogne, mais c'est lui qui donne le bois insufflé de vie. Et puis, Geppetto, son nom signifie Joseph, c'est un diminutif de Joseph, ce serait donc le père adoptif, celui qui élève, et c'est un menuisier. Donc on est dans cette double paternité. Et dans les 14 premiers chapitres, même les 15 premiers chapitres du roman, où on n'a aucune présence féminine, Pinocchio est donc un enfant sans mère, où le rôle maternel est joué par le père. Alors, l'aspect christique de la figure, on va le retrouver aussi dans le lien père-fils qui se poursuit. C'est un lien sacrificiel dans un sens ou dans l'autre. L'un se sacrifie à l'autre. Et Pinocchio promet à son père d'être la consolation, sa consolation est son bâton de vieillesse. Et lorsqu'il est pendu à l'arbre, ça aussi c'est une scène topique qui est souvent représentée par les illustrateurs, ici donc Innocenti, lorsqu'il est pendu à l'arbre à la fin du chapitre 15, là où justement le roman devait se terminer, eh bien, il appelle son père, O babbo mio se tu fossi qui, oh mon papa si tu étais ici, en des termes qui font vraiment écho au lama sabachthani du Christ sur la croix. Donc on a vraiment l'impression que dans un roman où, comme dans l'école, j'ai oublié de le dire, mais dans cette première école italienne, il n'y avait aucun contenu religieux dans les programmes. Par la suite, il a été réintroduit. On a un livre d'où toute mention religieuse est totalement absente. On ne parle jamais ni de Dieu ni des saints, mais ça ressort peut-être par ce biais. Et également par celui de la fée bleue, le bleu étant la couleur de la Madone. Cette fée aux cheveux bleus, qui apparaît d'abord sous la forme d'une petite fille, puis sous la forme d'une femme, et qui va, de manière systématique, venir sauver Pinocchio in extremis de la mort. Donc c'est une figure salvatrice, c'est une figure d'intercession, et en cela, on est évidemment très tenté de la rapprocher de la Vierge Marie. Quand elle le sauve de la pendaison, enfin plutôt elle le décroche de son arbre, il est mort, mais elle va le ressusciter. Elle va le ressusciter par des médicaments, donc medicina, mais quand il lui dit, elle lui dit la mia medicina, ça veut dire à la fois mon médicament et ma médecine, c'est-à-dire qu'elle est médecin aussi d'une certaine manière. Et il lui répond, plus que du bien, elle m'a remise au monde, mi ha rimesso al mondo, comme si c'était une nouvelle naissance. Donc après avoir eu uniquement un père ou deux pendant 15 chapitres, le voilà qui, au 16e chapitre, est doté d'une mère qui le fait renaître. Deuxième naissance. Deuxième naissance, deuxième titre. Le roman change de titre aussi, on a vu. Et elle va le soigner dans un endroit très étrange, qui est elle habite une espèce de palais extraordinaire. Elle le transporte dans un carrosse qui est entièrement enduit de crème fouettée à l'intérieur et de biscuits. Et elle l'emmène dans une chambre dont les parois sont tapissées de nacre. Nacre, en italien, c'est madreperla. Comme dans beaucoup de langues, en fait, il y a l'idée de la maternité dans la nacre. Et on pourrait se demander si ces deux endroits ne préfigurent pas, en fait, le carrosse du petit homme de beurre qui va emmener les enfants
dans le pays des jouets, mais qui est en fait un piège, hein, où on va les transformer en ânes. Et puis, pour la chambre tapissée de nacre, ça pourrait être déjà une préfiguration du ventre du requin dans lequel Pinocchio va être ensuite enfermé, et qui est aussi une espèce de ventre maternel. Donc il y a comme ça des figures maternelles qui s'imposent peu à peu dans le roman, qui sont à la fois salvatrices et inquiétantes, puisque, évidemment, aussi bien le carrosse du petit homme la carriole du petit homme de beurre que le ventre du poisson sont des lieux, on peut dire, utérins, mais en même temps dangereux, dont il faut se sauver. À la fin du roman, la fée va exiger un dernier sacrifice. En fait, elle ne cesse d'exiger des sacrifices. Elle veut, lorsqu'il veut devenir un homme, elle va lui poser des conditions. Et donc, il doit lui obéir sans cesse. Évidemment, il va avoir du mal, puisqu'il est par essence désobéissant. Et à la fin, le dernier sacrifice qu'elle va lui imposer, ça va être de se tuer à la tâche, en gros. Pinocchio ne cesse de mourir et de ressusciter, mais la fin, c'est vraiment l'aliénation totale par le travail, puisqu'il se tue à la tâche pour subvenir aux besoins de son père, malade, et de sa mère, la fée, qui lui fait dire qu'elle est à l'hôpital et qu'elle est gravement malade, ce qui est faux, mais qui va être une espèce d'ultime épreuve qui permettra à Pinocchio de devenir enfin un vrai enfant. Voilà, ce qui sera à la fois son apothéose et puis aussi sa mort, puisque le pantin est mort. L'enfant est né, mais le pantin est mort. C'est quand même une fin assez tragique, malgré tout. Et à la fin, on va voir Pinocchio devenir la mère de son père, la mère de ses deux parents, mais en particulier la mère de son père, puisqu'il travaille toute la journée à tourner la roue d'un moulin pour gagner un verre de lait. Et ce verre de lait, il l'apporte à son père. Donc il allaite son père, on pourrait dire, à la fin du récit. Le deuxième volet de cette deuxième partie va être consacré à la morale qui est inculquée, en apparence du moins, par Collodi dans ce texte très moralisateur, hein, où il y a beaucoup de maximes, beaucoup de rappels à la loi morale, à la loi tout court, ce qui est permis, ce qui est interdit, et dont on peut dire que c'est vraiment une morale de propriétaire, c'est-à-dire que le vol c'est mal, même quand on est pauvre, mendier c'est honteux, et l'oisiveté est le mal absolu. Les pauvres doivent travailler. Il y a de l'argent bien gagné, l'argent mal gagné. L'argent mal gagné, c'est par exemple, si on enterre ses pièces d'or en espérant que ça va pousser et qu'il va y avoir des pièces d'or sur l'arbre, ça c'est de l'argent mal gagné. Donc voilà, on pourrait se dire c'est un peu l'image de ce que font les gens qui placent leur argent en bourse, mais vu du point de vue des pauvres, ça ne se fait pas. Donc il y a une inégalité de principe qu'il faut respecter. Et le rôle économique du fils, c'est d'assurer la vieillesse de son père. Hein, il n'y a pas de retraite, on est dans l'actualité aussi. Il n'y a pas de régime de retraite. Les enfants doivent nourrir les parents. Ils sont prolétaires, c'est-à-dire que leur richesse, ce sont leurs enfants. Mais la représentation de la loi est quand même très troublante dans Pinocchio, et elle l'est tellement qu'elle intéresse régulièrement des écoles de droit. Il y a des conférences sur Pinocchio dans des cours de formation pour les avocats et les juges en Italie. Vous voyez ici, par exemple, un exemple de colloque sur cette question, congrès de l'ordre des avocats. Il a affaire aux gendarmes, hein, aux carabiniers dès sa première aventure. Et ce qui est particulier, c'est que chaque fois qu'il est confronté à la loi fonctionne à l'envers. C'est-à-dire condamne l'innocent et libère le coupable. Donc il y a quand même une vision de la loi qui est profondément subversive et qui n'est pas du tout ce qu'on attendrait justement d'un roman qui se prétend moralisateur. Alors il y a 3 exemples en particulier, hein, qui ont été pointés par Giulio Itzkovich dans un texte sur Pinocchio et le droit. Au début, quand il fugue, son père le poursuit, et c'est le père qui va se faire arrêter, qui va être jeté en prison. Du coup, l'enfant se retrouve tout seul. Donc là, on voit vraiment la justice qui fonctionne très très mal. Deuxième exemple, lorsqu'il vient au tribunal pour se plaindre d'avoir subi un vol, c'est lui qui est jeté en prison.
Et il n'y a pas de malentendu. Tu as été volé, tu vas passer 5 mois en prison. Et troisième exemple, lorsqu'il est pris dans une bagarre d'écoliers, le carabinier vient l'arrêter alors qu'il est en train de porter secours à un camarade blessé. Et le carabinier croit qu'en réalité, c'est lui qui l'a blessé, et donc il va l'arrêter. Donc chaque fois, en fait, il est arrêté, c'est qu'il est innocent. À l'inverse, il lui arrive de mal se comporter, et là, il n'est pas arrêté. Donc il y a un dysfonctionnement systématique. D'ailleurs, le juge est un gorille, hein, ce qui n'est pas très flatteur, et représenté comme tel ici, donc, dans les illustrations de Chiostri et de Topor. Donc c'est l'erreur judiciaire systématique. Et puis, il y a un certain nombre de lieux qui sont des lieux de non-droit que Pinocchio va traverser, ou plutôt qui sont des lieux où la loi fonctionne d'une manière particulière. Hein, c'est un peu des hétérotopies au sens où Foucault les a définis, des lieux à part. Le théâtre de Mangiafoco, par exemple, le montreur de marionnettes, Mangiafoco, a droit de vie et de mort sur ses marionnettes. Il décide, par exemple, qui sera brûlé pour faire cuire son mouton. Droit complètement arbitraire. Ou bien le pays des jouets, hein, le Paese dei Balocchi, qui est en apparence un lieu de totale liberté, où les enfants, il n'y a pas d'adultes, les enfants n'ont à obéir à personne. Et en réalité, c'est à la fois un couvent et une prison, hein, comme le dit Manganelli, c'est-à-dire qu'il y a une espèce d'interdiction d'apprendre et une suspension du temps. En réalité, le temps dont les enfants n'ont pas conscience est gouverné par la puissance cachée, celui qui conduisait la carriole, le petit homme de beurre, qui attend que les enfants soient devenus suffisamment stupides pour se transformer d'eux-mêmes en ânes, et qui, à ce moment-là, va les vendre et les réduire en esclavage. Donc ces lieux qui sont hors du temps et qui sont hors de la loi humaine sont en réalité régis par des systèmes législatifs, disons, dysfonctionnels, mais qui sont révélateurs aussi d'une certaine forme de la loi sociale également dysfonctionnelle du monde ordinaire. Donc on aurait à faire dans cette éducation, hein, avec quelque chose qui serait l'intégration d'un enfant au monde des adultes, mais qui est une intégration erratique, hein, avec énormément d'accidents, de malentendus et de passages subversifs, et finalement une intégration qui est profondément décevante, puisqu'à la fin, il y a une véritable souffrance de Pinocchio avant cette libération ultime. On a des personnages qui sont profondément ambivalents. Par exemple, Mangiafoco, le montreur de marionnettes, est un ogre, mais il se révèle bon. Hein, il est capable de pitié et capable de bonté. Chaque transgression a pour conséquence une mésaventure. On a un roman de formation, hein, qui laisserait entendre qu'il y aurait une justice immanente, en tout cas, du moins, une bonté naturel de l'enfant pantin, qui finalement trouverait en lui-même, beaucoup plus que dans toutes les maximes qu'on a pu lui répéter, la clé de son auto-éducation, hein, qui serait de trouver au fond de lui-même les notions d'humanité, de bonté, de dévouement. Mais la rébellion n'est pas exclue, hein. Il faut savoir désobéir justement pour imposer ces autres valeurs qui sont celles de Pinocchio. Et il y a, à travers tout ça, un éloge du mouvement et un éloge de la liberté enfantine dont ne se départit jamais Collodi. Ce qui l'intéresse chez Pinocchio, c'est aussi cela, sa bonté inhérente, mais aussi sa capacité de courir, de toujours courir, d'être poussé par une espèce de faim, de curiosité permanente, qui est le propre de l'enfance. C'est pour ça qu'il est pantin et toujours enfant à la fois. Et lorsque le grillon, hein, c'était pas un criquet, mais c'était un grillon dans sa version. Alors il l'a tué à la première rencontre, ça Disney l'a bien effacé. Il le tue et après il va donc réapparaître sous forme de fantôme. Et il le met en garde, rebrousse chemin. Et moi, au contraire, je veux aller de l'avant. Hein. Et donc, il répète sans arrêt. Voglio andare avanti, voglio andare avanti. C'est donc le mouvement de l'enfance qui le pousse. Alors, je vais passer maintenant un peu plus rapidement à une troisième partie sur la plasticité de la figure,
qui a très vite donné lieu à toutes sortes de sequels, de prolongements, qu'on a appelés les Pinocchiates. Et on leur a donné un nom tellement c'était fréquent. Donc vous voyez, certaines d'ailleurs d'inspiration coloniale, mais voilà, c'est tout. Pinocchio chez les sauvages, Pinocchio, le cousin de Pinocchio, les vacances de Pinocchio, etc. Jusqu'à 40. Et il y en a deux en particulier qui sont intéressantes parce que ce sont des Pinocchiates fascistes. L'une en 1923, donc où l'on voit Pinocchio qui est le parfait fasciste, et comme il est en bois, on ne peut pas lui faire de mal, et il se venge d'un méchant personnage communiste à qui il fait boire, ici vous voyez, de l'huile de ricin. Il s'appelle Nicolaccio. Donc c'est aussi une marionnette, mais c'est une méchante marionnette. Et puis, autre exemple, Pinocchio fra i balilla, donc Pinocchio parmi les balilla, les balilla étant les jeunesses mussoliniennes, si on veut, où on voit, alors là, au contraire, c'est un mauvais garçon au début, mais il va être éduqué par l'école et par l'association des balilla qui vont faire de lui, enfin, un bon citoyen. Et c'est plutôt un éloge de l'école, en fait, que du fascisme à proprement parler. Mais dans les deux cas, Pinocchio est vraiment une figure italienne mise au service de l'identité italienne fasciste. Alors je vais passer un peu plus rapidement, mais je vais vous les montrer quand même en passant sur les très nombreuses traductions. Là, ce sont les toutes premières. Donc vous voyez, 8 ans après, il est traduit en anglais, puis aux États-Unis et en France en 1912 par la comtesse de Jancé. Je vous montre un exemple de l'illustration de la première édition américaine par Charles Copeland, où on voit quand même qu'on est assez proche des illustrations de Chiostri qui dataient de 1901. En Allemagne, on a 3 traductions adaptations successives qui vont chaque fois vraiment ancrer l'histoire de Pinocchio dans des réalités culturelles allemandes et parfois alourdir beaucoup le côté moralisateur. Et il y a deux, je ne vais pas vous faire la revue de tous les pays, mais il y a 2 pays dans lesquels il y a eu vraiment plus qu'une adaptation, une espèce de recréation d'un personnage, disons la preuve du succès étant le fait que ces textes ont été à leur tour traduits dans d'autres langues. Le premier, c'est en Espagne, où le premier illustrateur du roman de Collodi a décidé de faire toute une série de décliner toute une série de petits livres autour du personnage qu'il avait ainsi créé, qu'il appelait Pinocho, donc version espagnole. Et donc, il commence la série en 1917, 5 ans après l'édition illustrée. Et ça va donner lieu à, je crois, une 60aine de petits livres à bon marché, comme ça, avec des illustrations vraiment magnifiques de diverses aventures. Donc là, on le voit au Japon, on le voit au-dessus d'un train, accroché à un aéroplane. Ici, donc, avec son opposant, hein, qui est... Chapete, donc qui est un personnage qui on le voit, une espèce de, pas si on le voit là, une espèce de forme de patate. Et un certain nombre de ces petits albums ont été traduits. Là, ensuite, il y a eu un périodique qui s'appelait Pinocho, donc vraiment beaucoup de succès dans les années 1925-1931. Et voilà, donc en français, ça a été traduit en français. Donc là, on perd le lien avec Pinocchio et ça s'appelle Galafron, Tintinelle et Galafron. Donc Tintinelle, c'est le personnage de Pinocchio, et Galafron, c'est, on le voit mieux là, l'espèce de Monsieur Patate, qui était donc son opposant. Voilà, oui, il y avait 48 titres en tout dans la petite série, plus les périodiques. Et l'autre texte qui a eu beaucoup de succès, là plutôt en Europe de l'Est, c'est un texte russe. Après donc plusieurs traductions en russe de Pinocchio, donc là le roman vraiment de Collodi, encore ici 2 exemples. Il y a une traduction-adaptation en 1924 par Alexeï Tolstoï, qui est un lointain cousin de Léon Tolstoï, le grand romancier, Lev Tolstoï. Donc le voici. Aristocrate récupéré par le régime, disons. Qui écrit donc sa version de Pinocchio, qui s'appelle La petite clé d'or ou les aventures de Buratino. Donc Buratino, qui voulait dire en italien pantin, devient le nom du personnage.
et il adapte tout comme ça. Par exemple, Geppetto devient Papa Carlo, donc il a le prénom de Collodi. Et l'histoire est assez différente, mais il y a ce personnage de Pinocchio, enfin de Burattino plutôt, qui va devenir vraiment l'équivalent de ce que Pinocchio est pour les Italiens, un personnage extrêmement populaire en URSS et dans tout l'orbe, disons, de l'Europe sous le joug communiste, avec là aussi des prolongements. Il y a ici donc en 66 et en 75, donc là on est dans des récits en russe. Et ici, les éditions de la Farandole, donc édition qui je crois était liée à l'ambassade du RSS, il me semble, enfin en tout cas communiste, édite donc en français, en France, une version française des aventures de Burattino. Petite clé d'or. Pour vous donner une idée de la popularité, donc il y a toute une série de jeux et jouets, boissons et un lance-missile qui s'appelle Burattino parce que le soft power russe n'est pas si soft comme vous le savez. Quelques exemples aussi de passage à l'écran avec un film assez remarquable de 1939 de Ptushko, et puis il y a des films plus récents aussi, comédie musicale, etc. Un personnage extrêmement populaire dans toute cette partie de l'Europe. Voilà. Alors, je vais maintenant passer à la 4e partie, où je vais évoquer 3 adaptations au cinéma. Je ne sais pas si vous les avez vues, si enfin, j'imagine la première, je suppose que vous avez tous et toutes vu, quoique peut-être plus. C'est vrai que c'est un peu vieux, déjà 1940. Voilà, donc ce sont 3 films parmi d'innombrables films. Je ne sais pas si on pourrait les compter. Il en sort sans arrêt de nouveau, si on compte les séries télévisées, etc. Pour vous donner un petit peu une idée, le premier film de Pinocchio date de 1911, film d'Anta Moro, avec un acteur français connu de pantomime. Alors, évidemment, à l'époque, le cinéma étant muet, il n'était pas gênant de ne pas être de la bonne langue pour jouer dans un film. Premier dessin animé 1936, Umberto Spano, et un film de Guardone en 1947. Ça, c'est un petit peu après Disney. Je vous en montre d'autres aussi, parmi beaucoup. C'est ceux dont je ne vais pas parler. Une série japonaise d'anime, Picorino. Donc, Picorino, c'est Piccolino, mais c'est donc la version japonisée de Pinocchio. Le film de Steve Barron avec un Pinocchio en image de synthèse en 1996. Et AI de Spielberg, donc, qui est un Pinocchio modernisé, un petit robot qui veut être aimé. Et puis Benigni, qui réalise son rêve d'enfant en jouant lui-même Pinocchio en 2002, et qui en 2019 devient le Geppetto de Matteo Garrone, dans un Pinocchio très intéressant, mais à mon avis raté, parce que le petit garçon est engoncé dans un maquillage absolument atroce. On dirait Freddy. Et enfin, 2022, le remake en live du dessin animé de Disney par Robert Zemeckis. Un petit aperçu aussi sur Pinocchio au théâtre. La pièce de Pomera, qui est devenue opéra avec la musique de Bousmans. Et puis une pièce très inquiétante, très troublante d'Alice Laloy, qui fait apparaître des Pinocchio manipulés par les adultes. Voilà. Mais je vais vous parler plus en détail de 3 de ces films. Donc le premier, c'est Disney, qui, on peut le dire, réinvente Pinocchio en 1940. Alors, ce n'est pas son premier long métrage d'animation. Il y a avant lui Blanche-Neige. Et la même année, on aura Fantasia, donc également en 1940, qui est une série de courts-métrages sur des morceaux de musique classique. Et peu après, Dumbo et Bambi, qui sont aussi tirés de romans. Donc, là où puise Disney, c'est, disons, la culture européenne, les valeurs sûres, et notamment Pinocchio, qui à ce moment-là aux États-Unis est déjà considéré comme un grand classique des contes européens, qui est classé dans les bibliothèques comme un classique
de la littérature de jeunesse européenne parmi les contes. Et d'ailleurs plutôt catégorisé pour filles. Mais je laisse ça de côté pour l'instant. Enfin, je laisse ça de côté, sauf si vous voulez en reparler par la suite. Alors, il a une nouvelle technique qui est la caméra multiplan, dont il va vouloir faire la démonstration pour ce film qu'il utilise pour la première fois. Alors, il y a un ancrage européen qui peut un peu surprendre. Je ne sais pas si vous avez le souvenir de l'ancrage géographique de Pinocchio chez Disney. On n'est visiblement pas en Italie, ou alors vraiment tout au nord des Dolomites. On est plutôt quelque part en Autriche, au Tyrol, ou peut-être en Bavière, avec visiblement voilà, des montagnes et des petites maisons qui paraissent tout à fait allemandes. Disons, vu des États-Unis, c'est l'Europe. Il y a une filiation collodienne qui est quand même très clairement revendiquée, qui est inscrite au générique. Il fait retraduire le texte par Bianca Maioli. Et il va aussi beaucoup utiliser une pièce de théâtre qui avait eu énormément de succès dans les années 37-38, une pièce de Yasha Frank qui a beaucoup tourné et qui adaptait déjà, qui simplifiait énormément le scénario, disons, l'intrigue de Pinocchio pour les enfants. Non seulement Disney a vu cette pièce, mais il a envoyé toute son équipe, puisqu'il commençait déjà depuis un moment à penser à ce projet de Pinocchio, depuis 1934. Il envoie toute l'équipe voir la pièce et il va s'en inspirer. Par exemple, je ne sais pas si vous vous souvenez des personnages du chat et du poisson de Geppetto, qui sont amoureux, le poisson femelle et la poissonne, disons, et puis le chat. Eh bien, ces personnages étaient déjà dans la pièce de Yasha Frank, qui lui n'est pas du tout crédité au générique. Donc il y a toute une série de cultural signs, de signes culturels qui vont ancrer ça dans l'Europe, avec le décor. Voilà, bon, je passe peut-être sur cette image, mais il y a un village, disons, dans lequel est ancré le Pinocchio de Disney, qui se trouve en Bavière, et où a puisé l'illustrateur Adolf Tengren, qui est un illustrateur de contes suédois. Est-ce qu'on va complètement effacer dans le monde de Geppetto et de Pinocchio? C'est la pauvreté. Le Geppetto de Collodi est pauvre. Il est tellement pauvre qu'il n'a pas de quoi faire du feu et il a un faux feu peint dans sa cheminée. Là, au contraire, la maison de Geppetto est une maison qui est remplie de jouets fabriqués, de petits coucous, etc. C'est un artisan aisé, pourrait-on dire. Alors c'est une sortie qui est très orchestrée. Le film devait sortir pour Noël, comme souvent les films pour enfants. Il y a du retard, il ne sortira qu'en février. Donc on va orchestrer en fait autour de sa non-sortie des teasers, comme on dirait aujourd'hui. Donc notamment des bandes dessinées qui paraissent dans des magazines, 16 bandes dessinées qui vont raconter l'histoire, donner envie de voir. Des jouets, des livres de 1939, avec déjà les illustrations du film. Ici, vous voyez quelques exemples de produits dérivés. Et à cause de la guerre et à cause de l'emprise du nazisme sur l'Europe, le film étant américain ne pourra pas être montré avant, alors en Angleterre en 1941, parce que l'Angleterre n'est pas sous le joug du nazisme, mais en Espagne seulement en 1944, et dans les autres pays européens seulement en 1946. Donc ici, par exemple, vous avez un album français qui date de 1946. À partir de là, l'imagerie Disney va vraiment devenir, l'imagerie de Pinocchio va vraiment devenir l'image de Pinocchio va vraiment coller avec celle de Disney, y compris en Italie, ce qui va être évidemment très mal pris. Il y a un neveu de Collodi qui veut intenter une action contre Walt Disney, ce qui est assez drôle parce qu'en fait il est l'éditeur de Topolino, qui est la version italienne de Mickey. Mickey n'a pas été censuré par le fascisme. Et voilà, donc il y a toute une fortune à venir en Europe pour Disney, une espèce de retour en Europe d'un personnage européen. Alors j'entre maintenant dans le film lui-même, et en particulier dans l'une des grandes différences avec le roman de Collodi, qui est la question de la fabrication. On oublie complètement Mastro Antonio avec sa bûche enchantée. On voit la marionnette fabriquée, déjà terminée, à qui il ne manque que la bouche, fermée, souriante. Il est inerte, il ne bouge pas, et il va s'animer durant la nuit
hein, parce qu'une fée va entrer dans la maison par la fenêtre et d'un coup de baguette magique lui apporter la vie. Donc on a dès le départ un couple, on pourrait dire un couple hétérosexuel, hein, qui préside à la naissance de Pinocchio, un peu à l'envers, puisque habituellement on va plutôt représenter la mère donnant la forme et le père l'âme dans les vieilles traditions chrétiennes. Là, ce serait l'inverse. Et elle déclare à Geppetto, qui est endormi, hein, Kind Geppetto, you have given so much happiness to others that you deserve to be rewarded. Donc la marionnette n'est pas, la vie de la marionnette n'est pas l'œuvre de Geppetto, mais sa récompense. Il a un papa et une maman, hein, donc on est bien dans la conformité, même si c'est la maman qui est bleue, mais enfin bon, on va passer là-dessus. Cette idée de l'étoile, d'ailleurs, elle se trouvait dans un roman qui était une suite américaine de Pinocchio, il y en a eu plusieurs, qui montrait l'étoile apparaissant dans le ciel comme une espèce d'appel vers la terre promise qu'est l'Amérique pour l'immigré italien arrivant, ce petit Pinocchio arrivant en Amérique. Alors, autre ancrage un peu troublant dans l'actualité, c'est qu'il y a derrière le personnage de Stromboli, qui est donc Stromboli, je ne sais pas comment il faut le prononcer, qui est donc le Mangiafoco de Disney, une figure de métèque profondément raciste, hein. Il a un accent italien, mais il a une boucle d'oreille de gitan. Mais il ressemble quand même furieusement aux caricatures antisémites qui, à ce moment-là, circulent aussi bien aux États-Unis qu'en Europe. D'autant plus qu'il est un montreur de marionnettes, ce qui est un cliché depuis le début du XIXe siècle de la caricature antisémite. Vous en avez ici un exemple à droite. Walt Disney était membre de la MPA, qui était une association de cinéastes antisémites, à une époque où beaucoup de juifs d'Europe venaient travailler à Hollywood, et donc il y avait une concurrence dans laquelle il se situait clairement tout à fait à l'extrême droite, et son réalisateur Ben Sharpstein était lui-même violemment antisémite. Donc tout cela rejaillit probablement dans le personnage de Stromboli. Notez d'ailleurs que ce cliché du juif marionnettiste était reparu l'été dernier dans une fresque qui a fait polémique à Avignon à propos de la crise sanitaire, hein, et des vaccins, avec Attali, juif, manipulant Macron-Pinocchio. Et la municipalité d'Avignon a mis un certain temps avant d'accepter d'effacer cette fresque, ce qui peut surprendre. Letko étant je ne sais pas s'il faut dire artiste, complotiste antisémite notoire. Voilà. Alors, à part cela, le conte est américanisé d'autres manières. On voit l'actualité de la guerre et du regard de l'Europe sur l'Europe en guerre par les Américains, même si on n'est qu'en 1940. On voit par exemple dans le Pleasure Island, donc c'est la version l'île au plaisir, la version américaine du pays des jouets, on voit la Joconde vandalisée. Alors peut-être donc une image lointaine de l'invasion de la France par les nazis. Alors les sympathies nazies de Disney ont vite été retournées. Il a compris au bout d'un moment que ce n'était pas une bonne idée. On voit aussi le vice, hein, des enfants dans cet endroit se manifester par le fait qu'ils fument des cigares et qu'ils boivent. Entre parenthèses, dans la version Disney en film de 2022, il n'y a plus de cigares et ils boivent du ginger ale. Hein, il n'y a plus d'alcool. Même pour dire que c'est mal, on ne doit plus en montrer. Le personnage de Lampuik, donc Lumignon, le Lucignolo de Collodi, est un personnage odieux et laid. Il a déjà une tête d'âne avant même d'être transformé. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que alors, la métamorphose de Pinocchio, vous le savez, ne va pas s'achever. Il aura des oreilles d'âne et une queue d'âne, et il mourra comme ça avant de renaître, mais il ne sera pas... voilà. Voilà. Donc c'est une éducation américaine. On le voit avec sa petite pomme, il va à l'école pour la première fois avec une pomme dans la tradition américaine. L'importance qui est ancrée sur la relation père-fils. Il faut que je branche mon ordinateur, pardonnez-moi, j'ai oublié de le faire tout à l'heure. Et on va voir aussi... Merci beaucoup.
Voilà. Alors là, j'avais un petit développement, mais je ne vais pas avoir le temps de le faire, mais sur le fait que ce film répondait à des inquiétudes très actuelles à la fin des années 30 sur le rôle des pères, qui avait été notamment l'objet d'articles dans le magazine Parents et d'un quiz « Êtes-vous un bon père ?» Je passe là-dessus. Et par la suite, il y a eu des prolongements pendant la guerre et même jusque dans les années 70 où Pinocchio devenait l'emblème de l'enfant à éduquer, notamment pour ce qui est du mensonge, qui est devenu le vice par excellence de Pinocchio dans le film de Disney, alors que le mensonge était très peu important dans le livre de Collodi. Là, on voit quelques... Voilà, je pense que tous les hommes et femmes politiques ont été caricaturés en Pinocchio. Centralité de Pinocchio dans l'univers Disney. Les 7 premières notes de la chanson When You Wish Upon a Star sont le jingle Disney. Et importance aussi de Pinocchio dans les différents Disneyland, Disney World, etc. Là, j'avais une image du film de 2022 pour montrer un petit peu comment on passe d'un dessin animé à un film. Voilà. Donc, je passe au deuxième film, plutôt la série télévisée, mini-série de 5 ou 6 épisodes selon les pays, de Luigi Comencini, qui porte cette fois-ci un nouveau regard sur l'enfance et qui va vraiment prendre à rebours le caractère moralisateur et, on peut dire, conformiste de Collodi et surtout de Disney. Comencini avait consacré déjà plusieurs films à l'enfance et notamment son tout premier, un court-métrage documentaire sur les enfants dans la ville de Milan tout de suite après la guerre. Alors, il va recourir à un casting très prestigieux avec de grands acteurs et notamment Vittorio De Sica dans le rôle du juge, qui donc n'est pas un gorille, mais c'est aussi une façon de s'ancrer dans la filiation du néoréalisme et du film social. Voilà. Et Gina Lollobrigida, magnifique, dans le rôle de la fée aux cheveux bleus qui, vous le savez, est morte tout récemment après s'être présentée aux élections, encore l'année dernière, à l'âge de 95 ans. Voilà, le chat et le renard, donc incarnés par 2 comiques dont la coiffure peut évoquer un chat et un renard. Et surtout, le merveilleux petit garçon, Andrea Balestri, qui a 7 ans et qui porte en fait tout le film sur ses épaules, puisque le truc trouvé par Comencini, c'est que la métamorphose a lieu au début, la fée vient tout de suite transformer le pantin en petit garçon, et il sera ensuite puni lorsqu'il se comporte trop mal et il redevient pantin. Voilà. Donc c'est un pantin qui est tout à fait conforme au dessin de Chiostri. Il y a vraiment un réancrage dans la tradition qui remonte au tout début de l'histoire de Collodi, une espèce de anti-Disney. Et pourtant, il me semble que Comencini n'est pas complètement revenu sur l'idée d'un couple parental. Alors, il y a en fait 2 couples, parce qu'il y a toujours quand même Maître Cerise, Mastrantonio, qui reste toujours là et qui continue d'accompagner de façon très affectueuse Geppetto tout au long de ses aventures. Mais il y a quand même ce couple, puisque la fée est en fait la réincarnation, c'est le fantôme en quelque sorte, de la femme défunte de Geppetto. Et lorsqu'il fabrique la marionnette, c'est pour elle. C'est pour lui donner l'enfant qu'elle n'a pas pu avoir. Et on voit donc sa photographie dans la maison, ici. Et donc, lorsqu'elle entre dans la maison, on comprend tout de suite qu'elle vient, qu'elle est à la fois la fée et le fantôme. Voilà. Donc, quelques images de cette paternité sacrificielle qui peut rappeler le Kid, mais qui est aussi très ancrée dans cet esprit d'après 68, où on va s'intéresser à l'enfant terrible, à l'enfant sauvage. Et voyez donc dans la façon dont une foule, et notamment des policiers, entourent un enfant, on voit vraiment un écho avec l'enfant sauvage de Truffaut qui date de 1970 ou avec l'énigme de Kaspar Hauser en 1974. C'est le même questionnement sur l'humain, sur la place de l'enfant dans la société et sur l'autorité, contre l'autorité, dans un esprit donc, qui est vraiment ancré dans 68. Le projet du film de Comencini date de 68. Et donc c'est à rebours de Collodi qui avait
une vision très rigoureuse et moralisatrice de l'éducation, malgré tout ce que j'ai dit, une façon donc de rendre, en quelque sorte, de faire l'éloge de la liberté, de la spontanéité de l'enfance, et donc de donner son sens vital au récit. Comme le dit Comencini, la beauté du récit réside dans la rébellion de Pinocchio, dans son inextinguible soif de vivre à la première personne. Donc c'est un éloge de la liberté enfantine et de la spontanéité contre les adultes. Et en particulier contre la fée, qui va apparaître comme un personnage castrateur. D'ailleurs, le petit acteur ne supportait pas Lollobrigida, et la plupart des scènes où en fait ils sont ensemble, c'est le pantin. Même si ça n'était pas prévu, on a été obligé de mettre le pantin parce que le petit garçon refusait de tourner avec elle. À la fin, il sauve son père, comme dans le roman, comme dans le film de Disney, bien sûr. Hein. Mais tout à fait in fine, il se remet à courir comme un fou, il n'a rien compris. Hein. Il n'est pas plus docile qu'avant, il n'est pas plus soumis. Voilà. Alors, je vais passer sur ce personnage auquel Comencini a choisi de donner de l'importance, hein, qui est le personnage de Lucignolo. Il a ajouté un épisode d'amitié et de complicité où les enfants vont voler et se cacher. Le vol n'est pas condamné. Et en fait, ce petit acteur, c'est un petit napolitain que Comencini avait rencontré en tournant un reportage sur le travail des enfants. C'était un petit mécanicien. Et donc, il l'a ensuite fait jouer dans son film. Voilà. Et je terminerai avec Del Toro, donc sorti en décembre dernier. Une version assez différente hein, du personnage, inspirée des dessins de Grace Grimley qui avait illustré le roman de Collodi, avec, alors je vais passer là-dessus, mais un ancrage disneyen quand même, avec tous ces meubles gravés hein, qui renvoient directement au décor de Disney. Le personnage de Sebastian Cricket, hein, qui n'est plus Gemini parce que tout simplement, les droits étaient hors de prix. On a interdiction de l'appeler Gemini. Je ne sais pas si c'était même en payant, hein, peut-être pas possible. Donc, il s'appelle Sébastien, comme dans La Petite Sirène. Voilà, donc c'est quand même un petit conseiller Disney. Et puis, il a le G hein, de Gemini. Le décor aussi européen, hein, qui renvoie donc au Cervin et à la peinture italienne. Je passe là-dessus. Mais ce qui me paraît le plus intéressant, je vais juste mettre ça en lumière. Enfin, deux choses. D'une part, la transposition dans l'Italie fasciste. Donc, on est dans les années 20-30, avec des Mussolini qui apparaissent. Hein, donc, oui, c'est plutôt, je pense, les années 20, l'apparition du fascisme, l'invasion de la ville par les images de Mussolini, le théâtre de marionnettes qui se met au service du fascisme, le personnage de Mussolini violemment caricaturé par son nanisme, et Pinocchio, qui devient un personnage subversif et qui va donner une version complètement scatologique de sa chanson pour se moquer de Mussolini, qu'il appelle Puzzolini, hein, donc puant. Voilà. Et l'autre élément beaucoup développé par Del Toro, c'est la question de la mort et de la religion. Alors la mort peut-être parce qu'il est mexicain et qu'il a cette familiarité avec la mort, mais il va beaucoup insister sur la dimension christique du personnage. Il y a un premier fils de Geppetto qui s'appelle Carlo et qui meurt au début, et la marionnette est fabriquée pour le remplacer. Je suis désolée, je vais un petit peu spoiler ce film que j'espère que vous verrez quand même, qui est vraiment très beau. On voit Geppetto sculpté parallèlement. Donc ici, on voit le petit garçon qui meurt devant le crucifix, sculpté par son père. Et ensuite, on voit la petite marionnette qui entre et qui va découvrir ce Jésus, lui qui ne sait pas ce que c'est, et qui va donc mimer la crucifixion, un peu en jouant. Et qui va à son tour être crucifié par le montreur de marionnettes, hein, qui le condamne en fait au bûcher. Voilà. Et puis il y a aussi toute une série de représentations très, très étranges de la mort, avec tout un imaginaire assez sombre. Hein. C'est pas vraiment un film pour enfants. Voilà. Ça, je crois que c'est toi qui me l'avais signalé, Mathilde, un Pinocchio à venir. Donc ça n'est pas fini, hein, les aventures continuent. Voilà. Voilà. Donc j'aurais conclu sur l'épreuve, hein, le sens inné du bien et du mal qui finalement guide de l'intérieur Pinocchio jusqu'au bout. Et puis cette idée qu'il faudrait lire ou relire peut-être, en tout cas qu'il n'est pas trop tard pour lire Pinocchio maintenant, parce que c'est donc
un livre dont le sujet est la vie même. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Il nous reste à peu près une vingtaine de minutes pour des questions. Donc, je vais faire passer le micro. Qui veut se lancer? Oui. Bonjour. Alors j'avais une question concernant la figure de la bonne conscience qui est représentée par le grillon. Vous n'en avez pas énormément parlé dans le deuxième chapitre et je voulais savoir pourquoi vous n'aviez pas pu développer ce point qui est très très présent et également dans les films. Oui, merci pour cette question. C'est vrai que j'en ai peu parlé. Le grillon est très peu présent chez Collodi. Donc, il apparaît une première fois dans la cheminée et il est tellement insupportable que Pinocchio le tue, hein, et il va ensuite apparaître une fois sous forme de fantôme et une fois sous forme d'une espèce de réincarnation parmi les médecins qui viennent le soigner quand il est mort, en fait, chez la fée. Mais il y a d'autres instances. Il y a un perroquet, il y a une marmotte, il y a toute une série d'autres personnages, souvent animaux, qui vont venir comme ça porter une voix de conseil à Pinocchio. Donc il y a effectivement une espèce d'externalisation de la conscience morale qui ne fonctionne jamais vraiment. C'est-à-dire qu'en fait, il n'écoute jamais vraiment les voix parce que la seule voix qu'il puisse véritablement écouter, c'est sa voix intérieure. Et toutes ces maximes, en fait, il les engrange et il va les ressortir à la fin lorsqu'il rencontre le chat et le renard qui sont ruinés, qui continuent de mendier mais qui sont complètement dégradés, et il va leur sortir toutes les maximes d'un coup. Il leur fait une espèce de tartine de maximes qui est évidemment complètement ridicule et qui montre peut-être à quel point l'éducation morale est faillible en fait, et ce qui compte n'est pas là. Donc voilà. Alors effectivement dans les films ça devient très important puisque le grillon, enfin le criquet plutôt chez Disney investit de la mission de guider un Pinocchio qui est beaucoup plus malléable, beaucoup plus faible en fait et beaucoup plus passif que dans le roman de Collodi, et c'est moins clair dans le texte dans le film de Del Toro où c'est plutôt le narrateur et le témoin en fait que le véritable le compagnon, mais finalement il accompagne plus Geppetto que Pinocchio. Vous avez vu le film de Del Toro, non? Oui. Ouais. Vous avez aimé? J'ai beaucoup aimé, mais c'est vrai que le criquet, il y a une violence qu'on ne retrouve pas du tout chez Disney. Et là, il est vraiment violenté tout au long du film. Et puis, il est très sombre. Donc, c'est Guillermo del Toro, c'est souvent assez sombre comme ça. On a un côté fantastique qui n'est pas autant présent dans le Disney. Donc, et puis, la guerre. C'est la Première Guerre mondiale, si je ne me trompe pas. Oui, l'enfant meurt pendant la Première Guerre mondiale. Voilà, il meurt en 1916, c'est ce qui est écrit sur la pierre. Et donc il y a toute cette violence en fait qui est à l'opposé de Disney, et qui est un monde plus féerique, tout ça. Alors c'est vrai, cela dit, la scène de la baleine est très violente quand même chez Disney. Elle est vraiment il y a beaucoup de tensions dramatiques. Mais oui, le film de Del Toro est très sombre. Ce que je trouve très beau comme trouvaille, c'est l'idée que le grillon habite dans le cœur de Pinocchio. Il logeait dans cet arbre, l'arbre a été transformé en marionnette et il reste en fait, pendant toute une partie du film, il va habiter dans le corps de la marionnette, être son cœur. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, je trouvais parce que c'était quand même la fabrique de l'enfance, ensuite le sous-titre et l'orientation que tu as choisie, que l'adaptation de Disney va évidemment donner aussi une autre image de l'enfance. Enfin, c'est-à-dire que Pinocchio, c'est la marionnette qui permet de définir ce qu'est l'enfance selon un pays, une époque. Et même physiquement, il est plus petit en fait. Il est vraiment comme un bambin finalement, alors que toutes les autres représentations, on a une sorte d'homme miniature presque. Et j'avais pas pensé à ça, mais en t'écoutant, en voyant ces images, tout d'un coup, je me dis, bah oui, mais
c'est vraiment un tout petit garçon, c'est presque un bébé en fait, avec dans ses formes. Et puis la place accordée au mensonge, puisque maintenant on associe Pinocchio automatiquement, je pense tout de suite au mensonge, au nez qui grandit. Donc cette moralisation. Et alors pour revenir sur un point que tu as évoqué rapidement, c'était cette question de lecture pour filles. Ça, je trouve ça assez intriguant. Est-ce que ça correspond aussi à cette idée qu'on va tirer du côté de la morale? Donc c'est plus pour les filles. Est-ce que tu sais pourquoi c'était classé par les bibliothécaires, c'est ça plutôt Oui, je pense aussi par les éditeurs. D'accord. Alors, pour l'histoire de la taille, effectivement, tu as tout à fait raison. Il est beaucoup plus petit et il est tout rond. Oui. Alors que les représentations des Pinocchio, Chiostri reprenant vraiment Mazzanti pour le développer, il est très sec. Hein, c'est vraiment... par moments, il est représenté comme un trait. Hein, il est filiforme. Donc c'est vraiment un pantin de bois complètement sec. Et là, ça devient une espèce de poupée de caoutchouc. Alors, il y a probablement aussi une raison technique qui est que l'animation Disney se distinguait particulièrement par la qualité du rebond. Donc il faut qu'il rebondisse comme une petite balle. Et quand il marche, en fait, on voit les membres qui se raccourcissent et qui se rallongent. Donc il est plutôt en caoutchouc qu'en bois, même s'il est censé être en bois. Ça ajoute évidemment aussi, disons, ça va de pair avec un caractère malléable. L'enfant, est-ce qu'il faut modeler? Est-ce qu'il faut mettre en forme alors que le Pinocchio de Collodi résiste, hein, il est en bois dur, donc il ne se laisse pas faire. Le Pinocchio de Disney est beaucoup plus rond, hein, dans tous les sens du terme, c'est-à-dire que voilà, les angles sont déjà arrondis. Et quand il devient petit garçon, il change à peine. Hein, d'ailleurs, il parle et son père lui dit « Non mais recouche-toi, tu es mort ». Alors toute cette question de l'éducation et du conformisme moral, elle est très manifeste chez Disney, conformisme familial, etc. Pourquoi pour les filles je n'ai pas vraiment l'explication. Alors ce qui est possible, c'est que c'est parce que c'est un pantin, donc c'est une poupée. Et que donc on l'a catégorisé, voilà, côté histoire de jouets, de même. La figure des casse-noisettes est très populaire aux États-Unis. C'est vraiment la figure de Noël par excellence. Casse-noisette, c'est une figure masculine, mais offerte à une petite fille. Et il n'y a pas de destinataire, contrairement par exemple à ce qu'on voit dans Toy Story. Il n'y a pas d'enfant propriétaire de Pinocchio. Le propriétaire de Pinocchio, c'est Geppetto, c'est un homme, c'est un adulte qui l'a fabriqué. Donc Pinocchio n'est pas le jouet d'un enfant parce qu'il est aussi l'enfant, il est son propre jouet si on veut. Donc on ne voyait pas à qui le rapporter. Mais je trouve qu'on voit assez bien dans l'image qui était celle de l'image de la couverture. Hein. Ici, donc on est en 1923, 1920, hein, Maria Kirk. Il y a beaucoup. Alors là, il est tout nu, mais ensuite il va être habillé d'un petit habit de papier fleuri. C'est dans le texte. Hein, il a un habit de papier fleuri, mais ça devient presque une petite robe. Et il y a souvent quelque chose d'assez androgyne, hein, déjà chez les illustrateurs italiens, avec par exemple le Mussino qui s'est beaucoup inspiré de Bécassine en fait pour représenter. Je l'ai pas montré son Pinocchio. Enfin, il s'est entre autres inspiré de Bécassine. Ici, on voit un enfant, disons. Qui n'est ni fille ni garçon, enfin avec cette coupe de cheveux qui était assez unisexe à l'époque. Mais oui, c'était catégorisé plutôt féminin. Peut-être aussi que les contes de fées étaient plutôt placés du côté des filles et il était catégorisé conte de fées. Mais là, il correspond à... C'est Jackie Cogan un peu. Enfin, ces années 20, c'est lui qui... La coupe de cheveux était mixte. Hein, donc les cheveux au carré comme ça pouvait être aussi une coupe de garçon. Mais ensuite, quand il est habillé, et puis on le voit sur d'autres images que je n'ai pas montrées là, mais on le voit assis à une petite table avec d'autres, le chat et le renard qui ressemblent à des peluches, à une petite table d'enfant. C'est la scène du homard rouge, donc c'est censé être un restaurant normal, et ça devient un jeu de dinette. Et tout est transposé dans le monde des jouets.
Bonjour. J'aurais une question de littérature comparée sur la question des auteurs qui auraient pu influencer Collodi dans la jeunesse de Pinocchio. Et en fait, à partir d'un ouvrage qui est paru il y a une vingtaine d'années de Jean Perrault, qui s'appelle Le secret de Pinocchio, qui évoque les relations qui auraient pu exister entre George Sand et Collodi. Et il semble que George Sand ait exercé une influence, d'après cet ouvrage, sur Collodi. Est-ce que des auteurs ont confirmé ou infirmé cette thèse, cette hypothèse depuis une vingtaine d'années? Alors je ne crois pas. Je crois que c'en est resté à ce qu'on a dit Perrault. Il y a aussi des gens qui se sont intéressés à ces relations avec Nodier, entre la fée aux miettes et la fée bleue. C'est plutôt du côté de la fée en fait que du pantin. Mais je ne sais pas. Alors évidemment, Collodi savait le français. On ne sait pas s'il avait lu George Sand. C'est tout à fait possible. Et parmi ces modèles, alors il s'en est peu ouvert lui-même, hein, mais je voyais plutôt des sources du côté des contes de fées, puisqu'il les avait traduits. Mais oui, c'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible. Il y a un détail, par exemple, qui est à propos des contes de fées dans la version de Podane, qui est celle du cabinet des fées, qui part donc du Podane en prose, qui n'est pas celui de Perrault. Il y a une scène qui est ajoutée où Podane se mire dans un étang ou dans une fontaine, et donc elle se voit avec ses oreilles d'âne, et on va retrouver ça dans le moment où, pour comprendre ce qui lui arrive, Pinocchio se regarde dans une cuvette et voit son reflet. Ou dans une flaque, je ne sais plus. Donc voilà, c'est possible qu'il ait eu comme ça des éléments venus de la littérature française. Tout le monde est très sage. Moi, j'aurais encore une question. Sur les adaptations sont plutôt en direction de l'enfance. Dans toutes les adaptations, tu as dit qu'il y en avait énormément. Ou est-ce que c'est partagé par rapport à un destinataire plus adulte? On en a parlé donc sur la dernière, hein, de Del Toro, qui n'est pas forcément pour des enfants. Même celle de Comencini, finalement, qui est peut-être tout public, ce qu'on appelle quelque chose de familial, mais pas forcément que pour les enfants. Je pense que c'est jamais que pour les enfants. De toute façon, il faut bien que là, c'était pour la télévision, mais par exemple, tous les films Disney, on sait bien qu'il y a des adultes pour emmener les enfants au cinéma, donc il faut aussi leur donner quelque chose. Peut-être qu'à la rigueur, certaines émissions, certaines adaptations pour la télévision. Mais Del Toro, clairement, c'est très sombre. Donc, si je puis dire. Donc là, je ne sais pas ce qu'un jeune enfant pourrait en tirer. Ensuite, il y a des Pinocchio uniquement pour adultes. Il y a par exemple une bande dessinée de Winchloose qui est très, très sombre, alors qui emprunte beaucoup à Disney, mais qui est très trash, enfin, qui est très, à la fois très violente, très brutale et très sexualisée. Donc là, on n'est pas du tout dans des choses pour enfants. Les spectacles d'Alice Laloy, ils sont ouverts aux enfants, mais enfin, je trouve que c'est pas du tout pour enfants. C'est très très sombre avec ces petits enfants transformés en robots et manipulés. Ce sont des enfants normaux qui entrent en scène et puis qui bougent, et puis on va les ficeler, les opérer, les transformer en robots, et à la fin ils se retransforment. C'est quand même très très troublant. Même Pomera c'est pour enfants, mais il y a beaucoup de violence aussi. Donc il y a, disons, des Pinocchio qui sont censés être pour enfants, mais qui ont vraiment une tonalité grave, et puis il y a des Pinocchio tout à fait pour adultes maintenant, oui. Ouais. Dans leur écriture aussi.
Et est-ce que le fait que... j'ai l'impression que dans l'univers de la littérature enfantine, tu as mentionné Peter Pan, mais c'est peut-être les deux figures qui ont été le plus adaptées, réadaptées, traduites. Enfin, avec Alice, peut-être. Avec Alice, peut-être, ouais. Est-ce que Pinocchio, le fait que ce soit un pantin, joue un rôle aussi dans ce côté où on va pouvoir justement le démembrer, le torturer, parce que finalement ça reste qu'un morceau de bois. C'est ça qui est toujours ambigu, c'est-à-dire que ça n'est qu'un morceau de bois, donc on peut tout lui faire subir, mais après tout ce qu'on lui fait subir, c'est pas pire que ce que subissaient de vrais enfants dans mes albums plus anciens. Et puis aussi le fait que ce soit un pantin, ça fait qu'il est universel, c'est-à-dire qu'il n'est pas vraiment sexué, qu'il n'est pas vraiment, si c'est censé être un fils, mais il n'a pas vraiment de nationalité, de couleur, il est de partout, donc il a pu être adapté vraiment partout. Hein. Il y a de très très beaux, très très belles mises en scène qui ont été faites à Nairobi avec des enfants des rues. Où ils jouent tous le rôle de Pinocchio et qui sont absolument superbes. S'il n'y a pas d'autres questions, non, bon. On va s'arrêter maintenant et donc remercier encore une fois Déborah Lévy-Berthera. Merci à vous. Et donc je remercie également tous les collègues de la bibliothèque pour l'organisation de cette conférence, toujours en particulier Stéphane Houdard qui s'occupe de toute la logistique et l'organisation. On est toujours très très bien reçus au kiosque. Je remercie aussi le Médialecte qui soutient ces cafés et qui nous offre aussi le café et les petites viennoiseries qui sont aussi toujours très agréables. C'est la rentrée aujourd'hui pour les étudiants. Et le service de la direction de la communication pour l'affiche également qui a été faite pour cette manifestation. Donc merci beaucoup et je vous donne rendez-vous, les étudiants, pour tout à l'heure en cours, et puis à bientôt pour un prochain café thématique. Merci beaucoup.